Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on commence doucement et puis on voir si d'autres personnes arrivent. En règle générale, vous l'avez trouvé comment les mini-cas, ça allait ou des questions vous ont posé souci? Ou vous compreniez pas trop où est-ce que je voulais en venir? Bon, je suppose que du coup, comme personne répond, c'est que ça allait à tout le monde. Bon, du coup, je vais au lieu de vous faire un diapo et que ce soit chiant pour tout le monde, ce que je vous propose, c'est qu'on remplisse les questions, enfin que vous me donniez vos éléments de réponse et qu'on construise ensemble la correction. Et puis, au fur et à mesure, je vous donnerai des tips, niveau méthodologie pour, répondre au mieux aux questions et pour aller au plus loin possible dans la réponse. Donc du coup, le cas numéro 1, c'était un cas, de neurologie, donc un cas qui peut se présenter assez typiquement, que ce soit à l'hôpital ou même en officine. Donc on avait une jeune femme de 22 ans, bon, qui est en pleine période de stress et qui a une grosse charge de travail et qui du coup, a un épisode dépressif. Donc j'avais mis caractérisé sévère pour vous donner un peu une indication et qui a aussi des attaques de panique, donc pour certains, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc le médecin lui donne de la myocérine le soir, plus de l'oxazépam, donc son petit nom c'est le Seresta, à la demande pour gérer l'épisode dépressif et les attaques de panique. Donc du coup, à la question numéro 1, on vous demandait à quelle classe appartenait l'oxazépam et quels sont ses effets indésirables. Du coup, qui a envie de se lancer? Ouais, c'est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines, ouais, je suis assez d'accord. Bon, il agit en effet sur le récepteur GABA. Donc du coup, est-ce que vous vous arrêterez juste à dire anxiolytique? Bon, BZD, c'est le diminutif de benzodiazépine. Vous en faites pas, hein, j'ai une correction entière et bien rédigée derrière que je vous donnerai. Oui, il n'y a pas de souci, je peux zoomer. Il ne faut pas hésiter à me le dire hein, si vous voyez mal l'écran ou autre. Alors, Olivia, pour le coup, c'est pas une longue demi-vie. Au contraire, l'oxazépam comme l'alprazolam, c'est les deux benzos à très courte durée de vie. D'ailleurs, pour ça qu'on les utilise beaucoup chez les personnes âgées. La demi-vie, c'est à peu près 8 à 10 heures de l'oxazépam. Donc du coup, là, pour la classe thérapeutique, je vais y arriver, vous arrêterez là ou pas? Anxiolytique, anticonvulsivant, hypnotique, mieux relaxant. Alors ouais, ça c'est plus ces mécanismes d'action, on va dire. Psycholeptique, ouais, on pourrait. Donc, est-ce que enfin, comme Aya a dit, il y a plusieurs classes en fait de benzodiazépines. On va avoir celles qui vont plutôt être à visée anxiolytique, celles plutôt à visée anticonvulsivant comme le clobazam et le diazépam. Il va y avoir plus le côté hypnotique. Donc, chacune a à peu près une catégorie et ne seront pas utilisées, enfin, sont utilisées pour leur catégorie. Typiquement, on n'ira pas mettre un anticonvulsivant comme pour une benzo anxiolytique. Il n'y a pas un grand intérêt à faire ça. Donc du coup, on peut même préciser que celle-ci a à visée anxiolytique parce que le Seresta, on l'utilise pas pour autre chose. Donc du coup, petit point méthodologie pour la classe, quand vous donnez une classe thérapeutique ou une classe pharmacologique quelconque, toujours partir, du plus général en allant heu, au plus précis. Donc c'est un médicament du système nerveux qui appartient après à la classe des anxiolytiques et plus dans cette classe-là, il y a plusieurs médicaments, dont les benzodiazépines. Et dans les benzodiazépines, il y en a plusieurs catégories, dont celle à visée anxiolytique, dont fait partie l'oxazépam. Est-ce que jusqu'à là, ça va pour tout le monde ou pas?
Donc du coup, c'est quoi? C'est les petits effets indésirables de l'oxazépam ou même si vous connaissez plus celle des benzodiazépines en règle générale? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors somnolence, hypotension, amnèse antérograde. Ouais, oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi, Granger. Et du coup, si on demande les effets indésirables, c'est quand même plus sympa de les classer. Parce que, par exemple, les somnolences et l'amnésie, ça va plus dans une classe. L'hypotension, pour le coup, c'est encore un autre type d'effet indésirable. Donc, comment est-ce qu'on pourrait appeler tous les effets indésirables de type, par exemple, la dépendance quand il y a un phénomène de sevrage, la somnolence, l'amnésie? Vous les rangeriez dans quelle classe d'effets indésirables? Troubles neurologiques, ouais, et même plus précisément. Parce que dedans, il y aura aussi tout l'effet de dépendance, de sevrage, d'addiction. Ouais. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle les troubles, les effets indésirables neuro, neuropsychiatriques. Donc dedans, en effet, on va retrouver la somnolence, l'amnésie antérograde. Donc la dépendance, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est comme type de dépendance? C'est vraiment une dépendance physique? C'est une dépendance qui est plutôt psychologique? Est-ce que c'est les deux à la fois? Ouais, c'est les deux. Donc du coup, la personne a très bien répondu qu'on a un risque de syndrome de sevrage ou ce qu'on appelle aussi un phénomène de rebond. Attends, syndrome de sevrage. Bon, j'écris n'importe comment, je suis désolée. Un syndrome de sevrage ou de rebond. Si jamais on devait les arrêter de façon très brutale, il faut savoir qu'une benzo, quand un patient en prend vraiment que de temps en temps et que c'est très occasionnel, ça peut aller, mais quelqu'un qui en prend depuis 10 ou 15 ans, si vous l'arrêtez du jour au lendemain, ça va lui faire vraiment très bizarre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme effet indésirable que cette somnolence, l'amnésie, la dépendance avec le syndrome du coup de sevrage et de rebond à l'arrêt? On me parlait aussi d'hypotension, mais du coup, on va pas les mettre dans les. Alors troubles du comportement, agressivité, agitation, euphorie, hallucination, dépression, ouais. Alors oui, en effet, on a beaucoup de troubles du comportement avec, qui se rangent dans les effets neuropsychiatriques. Alors les hallucinations sous oxazépam, ça arrive quand même un peu moins souvent. Alors je vais y arriver, le risque de chute expliqué par myorelaxation. Du coup, la myorelaxation, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit hypotension, mais ça crée pas une hypotension artérielle comme on pourrait le croire, la benzo. C'est une hypotonie, ouais, c'est une hypotonie musculaire. Du coup, on chute. Et pour aller plus loin, l'hypotonie musculaire avec le risque de chute, ça va concerner quelle tranche de la population surtout? Les personnes âgées. Alors, attendez, parce que du coup, je reprends les messages. Donc, alors, il faut arrêter, hein, l'oxazépam n'a pas une demi-vie longue, au contraire, c'est l'une des benzos qui a la demi-vie la plus courte. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe à ça. Alors, la sédation, oui, pas trop. Alors, perturbation de l'architecture du sommeil, ça c'est hyper intéressant en vrai du côté des benzos. Alors, il faut savoir qu'on la retrouve pas vraiment avec l'oxazépam, mais on peut la retrouver avec d'autres, avec les autres benzos. Ouais, c'est surtout pour les administrations en IV.
Donc c'est pour ça que moi, lui, dans la correction, je l'ai pas mis parce que ça fait pas. Quand là on demandait quels sont ces effets indésirables, c'est l'effet indésirable de l'oxazépam, mais pas des benzos en règle générale. Mais bon, pour ça, on vous fait réviser les cours dessus. Et quel est aussi le gros problème au niveau des effets indésirables qu'on a avec les benzos? Alors l'oxazépam pas trop, mais avec les autres, et qui fait qu'on ne peut pas les utiliser, enfin qu'il y a une contre-indication chez un certain type de personnes. La dépression respiratoire. Totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe avec des gens qui pourraient être asthmatiques avec de la BPCO ou juste avec une insuffisance respiratoire, parce que vous pouvez les mettre assez mal. Donc on a fait plus ou moins le tour des effets indésirables, donc qui sont surtout neuropsychiatriques, avec tout ce qui est effet résiduel diurne. En fait, la somnolence, c'est parce que la baso agit encore. On peut aussi retrouver des asthénies, une hypovigilance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas conduire quand on prend ce type de médicament et qu'on a la vignette de niveau 2, si je ne dis pas de bêtises, sur les boîtes. On peut aussi retrouver des insomnies. Après, comme on a dit, tout ce qui est dépendance avec un risque de syndrome du sevrage ou de rebond à l'arrêt, et tout ce qui est trouble du comportement, donc hallucination, irritabilité, agressivité, agitation. On a aussi une diminution de la libido. Et après, tout ce qui est perturbation de l'architecture du sommeil et dépression respiratoire, centrale respiratoire, ça ne concerne pas trop l'oxazépam, mais ça peut concerner les autres. Et au niveau général, du coup, on a tout ce qui est hypotonie musculaire qui est expliqué par l'effet quand même un peu mieux relaxant de la baso, qui a risque de chute ou de faire des malaises. Ça concerne surtout les personnes âgées. Est-ce que du coup, il y a des questions sur la façon dont ça a été présenté, sur la façon dont ça a été amené, ou même un peu plus de cours? Là, typiquement, c'est la façon dont vous pourriez répondre le jour J au concours. Ouais, on parle pas de la enfin, si, tu peux dire que tu peux avoir une hypotension musculaire à cause de la relaxation, donc risque de malaise et de chute, mais que c'est surtout retrouvé chez la personne âgée, hein. C'est pas pour autant que ça exclut les jeunes, mais c'est surtout cette population-là qui sera concernée. Ça reste quand même un effet indésirable de ce médicament, même si la dame n'a que 22 ans. Donc du coup, la question numéro 2, c'est de commenter la prise en charge du syndrome anxio-dépressif. Donc il faut savoir qu'au concours, vous êtes censé connaître au moins quelques PEC, même si vous ne les voyez pas directement dans les systèmes de biologie clinique. Donc dedans, il y a par exemple l'HTA, comment prendre en charge l'HTA. Est-ce qu'on commence par une mono, par une bithérapie? Malheureusement, la HAS et l'ESC ne sont pas d'accord. Mais du coup, il y a des questions qui peuvent tomber dessus le jour du concours. Donc du coup, vous, comment est-ce que vous auriez pris en charge ce syndrome anxio-dépressif? Est-ce que ça suit, selon vous, les bonnes recommandations de la HAS? Est-ce qu'il y aurait eu des trucs à ajouter, des choses à enlever, des choses à faire autrement? Ou est-ce que tout est nickel? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Olivia. En effet, Aya, on ne parle absolument pas de la prise en charge psychothérapie, pourtant c'est hyper important. Donc, je vous mettrai le PDF des recommandations pour la prise en charge des syndromes anxio-dépressifs. Donc, globalement, quand on est dans une intensité sévère, ça donne à peu près ça. D'emblée, on va être enterré avec des antidépresseurs, contrairement aux autres intensités. On va plutôt d'abord essayer
de la psychothérapie et après, si on voit qu'il y a vraiment un échec, une inefficacité, on mettra sous antidépresseur. Donc là, c'est d'emblée les antidépresseurs et on prend avis avec le psychiatre pour la psychothérapie et surtout, on fait un suivi du patient pour évaluer son risque suicidaire. Donc il faut savoir qu'un antidépresseur, ça n'agit pas instantanément, hein, l'action ne sera pas immédiate, ça peut mettre entre 2 à 4 semaines en fonction de l'antidépresseur qui est choisi. Donc c'est pour ça qu'on ne dira pas, bah, cet antidépresseur-là, il ne marche pas parce qu'au bout de 2 jours, bah, ça va pas mieux. Il faut attendre. C'est pour ça qu'en fait, on va réévaluer l'efficacité de la prise en charge seulement à 4 à 8 semaines. Donc soit la personne est en rémission complète et dans ce cas-là, on poursuit le traitement antidépresseur jusqu'à guérison. Donc il faut savoir que les antidépresseurs, normalement, on ne les garde pas de façon chronique. Enfin, chronique dans le sens où on ne les garde pas pendant 20 ans comme on peut le retrouver chez certaines personnes âgées. Donc souvent, c'est 6 mois à 1 an avec on réduit progressivement les doses jusqu'à un arrêt. Soit bah, au bout de 4 à 8 semaines, ça va toujours pas. Et là, dans ce cas-là, on va revoir la prise en charge d'un point de vue psychothérapie, mais également d'un point de vue traitement. Est-ce que c'est pas juste la classe qui ne marche pas sur cette personne? Déjà, est-ce que cette personne prend aussi bien son traitement et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se rajoutent derrière? Donc c'est dans ce cas-là qu'on peut retrouver une hospitalisation du patient parce que ça peut aider les soignants à voir où est le souci. Donc chez le cas de cette patiente-là, donc on est bien en sévère. Donc ce que nous dit la HAS, on est censé mettre un traitement antidépresseur. Donc comme l'a dit Olivia, il y a 3 choix, donc ce qu'on appelle les ISRS. Donc c'est les inhibiteurs de la recapture à la sérotonine. Après, on a ceux à la sérotonine et à la noradrénaline. Et après, ce qu'on appelle les autres antidépresseurs. Dedans, on range la myocérine et la mirtazapine. Donc là, typiquement, par rapport aux bonnes pratiques de HAS, bah, on est totalement dans les clous parce que la myocérine est un autre antidépresseur, donc les recos, c'est OK. Il manque quoi? Comme vous l'avez souligné, il n'y a pas de psychothérapie, donc il aurait fallu la rajouter. Alors là, typiquement, tu as quelqu'un qui fait des attaques, Olivia, du coup, tu as quelqu'un qui fait des attaques de panique, donc qui a de l'anxiété quand même assez caractérisée avec un épisode dépressif sévère. Donc la myocérine rentre totalement dans le schéma-là, parce qu'il faut savoir qu'elle a une action anxiolytique et antidépressive. Donc c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, beaucoup par rapport à cette double action. Et qu'on l'utilise aussi le soir. Parce que comme elle est un peu anxiolytique, les personnes ont tendance à dormir après. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, je voulais dire que, j'aurais peut-être écrit que, voilà, au vu de la clinique, c'est pour ça qu'on choisit la myocérine. Parce Ah qu'il OK. me semble que c'est en fonction des symptômes, qu'on choisit plutôt tel ou tel antidépresseur de première intention. Genre les ISRS sont plutôt, psychotoniques, je crois, si je Ouais. dis pas de bêtises, donc voilà, c'était pas clair, pardon. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, on choisit la myocérine pour son action sédative du coup, par rapport aux autres. Alors, il y a une première évaluation à 4 à 8 semaines, puis ça sera 6 mois, voire 1 an après si c'est bon. Alors en fait, on fait une première évaluation à 4 à 8 semaines pour savoir si l'antidépresseur marche, etc., comment se sent le patient. S'il a tout roule, après il va avoir un suivi avec psychiatre ou psychologue qui est quand même très très régulier. Donc non, on va pas le laisser dans la nature pendant 6 mois, 1 an, et puis après lui dire bon bah écoute mec, ça va mieux, maintenant on baisse et roule ta vie quoi. Le but c'est vraiment d'avoir une vraie prise en charge parce qu'on va pas se mentir, dans la dépression souvent il y a des causes qui sont là, autres que les dépressions un peu physiologiques qui sont dues à certaines personnes qui sécrètent pas assez de neurotransmetteurs. Il y a des fois des causes qui sont là et en fait, tant que tu soigneras pas la cause, bah, tu auras beau bourrer de médicaments, il se passera rien de plus, quoi. Tu les arrêteras, ça reviendra comme avant. Donc non, non, le but, c'est vraiment d'aider cette personne à aller mieux et à la prendre en charge derrière et pas la laisser dans la nature. Alors c'est là, Granger, tu as une excellente question. Est-ce qu'il faut préciser le mécanisme d'action de la myocérine? Qu'est-ce que vous en dites? Je dirais que si c'est pas demandé dans les questions suivantes, oui, il faudrait le mettre, peut-être. Ouais, c'est une excellente réponse. Bah, du coup, je vous écoute.
La myocérine, comment est-ce qu'elle agit? Antagonise des récepteurs sérotoninergiques. Antagonise alpha-2, ouais, et des séros aussi. Alors par contre, la parenté tricyclique, justement, ils sont vraiment dans une classe qui s'appelle autres antidépresseurs, parce que ça n'en est pas. Donc du coup, vous avez à peu près raison. Donc ça va augmenter en fait, son action, antagoniste alpha-2 présynaptique va augmenter la libération de noradré. D'un côté aussi, on va inhiber, on inhibe en plus sa recapture. Lui est un peu particulier pour le coup pour son mécanisme d'action. Et en plus de ça, on va voir, aussi un effet sur les récepteurs, du coup, sérotoninergiques et antihistaminiques. Donc du coup, tout ce joli monde, qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? Qu'est-ce que ça va découler, le fait qu'on touche aux récepteurs sérotoninergiques, à la noradré? Et donc du coup, c'est ça qui va nous donner en effet des augmentations des transmissions, donc notre effet antidépresseur. Plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il a aussi un effet anxiolytique, plus un effet sur la régulation du sommeil. Est-ce que vous vous serez arrêté là ou est-ce qu'on va plus loin? En supposant, je vous dis que les autres questions n'ont strictement plus rien à voir avec les médicaments. Alors, est-ce que vous donneriez tous les EI ou est-ce que vous cibleriez des choses en particulier? Alors pourquoi est-ce que tu voudrais mettre ceux qui sont communs avec les BZD, sachant que c'est deux classes un peu distinctes? C'est pour montrer que tu aurais un effet synergique et que tu aurais plus d'effets indésirables de ce type-là, du coup? Ouais, ça se pourrait. Ouais, en fait, là, ce qui est surtout intéressant, ça va être vraiment de donner les plus spécifiques ou vrais, ou les plus graves. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée à peu près, soit des plus spécifiques, soit vraiment des plus fréquents? La granuliocytose, ouais. Alors, c'est très rare d'en avoir, hein, mais c'est grave. Bon, la tox hépatique, oui aussi, mais bon, ça a une fréquence assez indéterminée, donc on ne le rentrerait pas trop en compte.
Surtout que c'est juste pour avoir une élévation des transaminases, si jamais ça n'a pas d'incidence derrière ou ça va pas plus loin, bon. Qu'est-ce qui pourrait être selon vous un effet indésirable vraiment très fréquent? Un allongement du QT, des troubles digestifs, Alors il faut savoir que le jour du concours, quand vous dites troubles digestifs, bah, il faut donner derrière. Qu'est-ce que c'est pour toi des troubles digestifs? Est-ce que c'est de la diarrhée, de la constipation, du vomissement, des sécheresses buccales, ou que sais-je? Du coup, qu'est-ce que tu pourrais mettre derrière troubles digestifs? Eh ben, c'est dommage parce qu'Amiansaline constipe. L'amiansaline fait de la bradycardie. Elle fait pas de la tachycardie. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi avec la prise de poids et les convulsions. Pour le coup, les prises de poids est vraiment quelque chose d'hyper fréquent. C'est pas lié qu'à l'amiansaline, d'autres antidépresseurs aussi le font. Le syndrome sérotoninergique, pour le coup, moi, j'avais pas trop notion avec, mais pourquoi pas. J'avais surtout, bah, comme beaucoup, il y a aussi des effets indésirables qui sont liés à la maladie, comme quelqu'un qui disait tout à l'heure la levée d'inhibition suicidaire qui est prise en charge par du coup l'oxazépam. Et on avait oublié dans les troubles. Là, typiquement, vous avez soit les effets indésirables les plus graves, donc la granulocytose, mais qui reste rare, soit des effets indésirables qui sont quand même assez courants, dont la prise de poids, la constipation et les convulsions. Bon, la bradycardie, l'hypotension, ça l'est un peu moins, mais ça peut aussi arriver. Et on a oublié aussi la somnolence, parce que ça a un effet un peu anxiolytique, ça fait dodo. Donc là, est-ce que pour vous, on a fini de répondre à la question? Ouais, expliquer l'intérêt de la BZD. Alors les contre-indications, pour le coup, tu peux mettre, si tu envoies des contre-indications qui sont vraiment phares. Après, si c'est pour mettre hypersensibilité, il n'y a pas grand intérêt. Est-ce que tu vois d'autres contre-indications à la myocène que l'hypersensibilité? Alors quand on parle des contre-indications, on sous-entend enfin, pas les interactions médicamenteuses contre-indiquées, mais vraiment les contre-indications, genre, pas le droit de prendre parce qu'insuffisance respiratoire, parce qu'insuffisance hépatique, parce qu'hypersensibilité et cetera. Il faut savoir que pour la myocérine, elle a que 2 contre-indications, formelles, c'est l'hypersensibilité, bah, à la myocérine ou à l'un de ses constituants du produit, bon, le L classico de toute façon de la pharmacologie. Et la deuxième, c'est les affections hépatiques sévères, parce que comme quelqu'un l'a dit, ça pouvait entraîner des troubles hépatiques avec une augmentation des enzymes.
et aussi de l'ictère. Donc on évitera de le donner à quelqu'un qui souffre de pathologie hépatique sévère. Et bon, si jamais il y a une agranulocytose, bien entendu, on n'ira pas le redonner non plus. On n'ira pas non plus le redonner. Donc du coup, je reviens à Olivia qui avait soulevé l'intérêt d'expliquer la BZD. Parce que pour le coup, c'est assez intéressant dans la prise en charge des épisodes dépressifs. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on ira mettre une benzo? Ouais, c'est ça. Donc, c'est de prévenir le passage à l'acte lié à la levée de l'inhibition suicidaire. Donc, en règle générale, par contre, il faut savoir que si jamais il y a une dépression qui est vraiment caractérisée, on ne donne jamais une benzodiazépine seule parce que ça va augmenter les risques suicidaires parce qu'en réalité, en fait, l'état va continuer de se dégrader pour la personne parce qu'elle ne sera pas prise en charge pour ça. Sinon, Mikasa, pourquoi est-ce qu'on... En fait, le mécanisme d'action de la benzo, on aurait pu la plugger dans la question numéro 1, parce que de toute façon, on a déjà donné son classe pharmacologique, on a donné aussi ses effets indésirables. Donc, on ne va pas répéter encore une autre fois. Au pire, soit tu mets dans la question 1 vite fait son mécanisme d'action, soit dans la question 2. À toi de voir. Ouais, moi, je pense que j'aurais mis en 1 parce que ça considère ça. On parlait beaucoup de l'imbazo, donc tant qu'à faire, j'aurais mis dedans. Donc du coup, qui peut me dire en 2 mots quel est son mécanisme d'action au Seresta? Ouais, c'est un agoniste. Du coup, ça module en fait l'ouverture du canal chlore. Et là, du coup, comme quelqu'un me l'avait si bien dit au tout début, bah là, on peut du coup donner ses activités pharmacologiques, donc mieux relaxante, elle est anxiolytique, sédative, amnésiante. Donc ouais, là, tu m'as donné le mécanisme d'action détaillé. Donc en vrai, quand les questions ne s'y prêtent pas, quand vous ne demandez pas spécifiquement quel est le mécanisme d'action de cette molécule, mais que tu veux juste donner un petit complément à ta question, à la question qui t'était posée, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin dans le détail, parce que je trouve que ça peut prendre du temps. Alors, est-ce qu'on peut écrire GABA ou il faut écrire la formule en entier? C'est-à-dire? Ah, de l'abréviation gamma à acide gamma-aminobutyrique. Pour le coup, c'est vrai que moi, je l'aurais jamais mis dans ma copie parce que c'est... Ouais, je l'aurais jamais mis dans ma copie, mais en vrai, il faudrait parce que ça reste une abréviation quand même. Donc, ce serait le mieux de le faire.
Donc du coup, pour revenir un peu d'un aspect méthodo, quand on vous pose une question, toujours d'abord répondre à la question qu'on vous pose avant d'aller plus loin. Déjà de un, parce qu'il y a certains cas, vous allez voir où il y a beaucoup de questions et en fait, vous n'avez pas le temps d'enrichir toutes les réponses comme vous voudrez. Donc il ne faut pas passer à côté des points de la grille de correction principale. Et après, vous allez dans le détail. Donc moi, personnellement, je laissais un peu de place. Je collais pas toutes mes réponses. Comme ça me permettait de revenir un peu sur mes réponses et de pouvoir compléter au fur et à mesure si je voyais qu'il me restait du temps, etc., etc. Donc, quand on vous demande des effets indésirables, toujours essayer de les classer par groupe, entre guillemets, donc les troubles digestifs, les troubles urinaires, les troubles neurologiques ou neuropsychiatriques ou psychiatriques. Après, moi, souvent, je mettais général pour les autres qui, on ne pouvait pas trop les faire rentrer dans des catégories. Parce que ça reste quand même des mots-clés. Typiquement, je sais qu'il y en avait certains l'an dernier au concours blanc ou dans l'école qui donnaient des effets indésirables sans par exemple dire que la molécule était hématotoxique et de dire que derrière c'était hématotoxique et qu'on pouvait retrouver une agranulocytose, une thrombopénie, etc. Ce qui fait que du coup, c'est dommage parce qu'il y a une perte de points parce que ça restait quand même un mot-clé hématotox ou par exemple neurotoxique ou néphrotoxique pour certaines molécules. Donc voilà, essayez de bien les ranger par catégorie et de regrouper tout le monde dans la bonne catégorie et surtout d'aller un peu loin dans le détail quand on vous demande les effets indésirables, pas juste dire il y a les troubles digestifs. Mais c'est cool des troubles digestifs, mais c'est quel type du coup? Est-ce que la personne vomit? Est-ce que la personne va avoir juste des nausées? Est-ce qu'elle va être constipée? Est-ce qu'elle va avoir la diarrhée? C'est quand même hyper important de le savoir. Donc voilà, c'est des questions qui restent très pointues. Vous ne pouvez pas vous permettre juste de survoler en mettant le strict nécessaire, en vous disant que ça va passer. Là, on attend vraiment de vous du détail d'un point de vue purement pharmacologique. Quand vous posez des questions. Alors non, hématotox et troubles hématologiques, c'est pas la même chose, puisque certaines molécules ne sont pas hématotoxiques, mais provoquent comme des troubles hématologiques. D'ailleurs, si vous regardez sur les RCP des médicaments, des fois, ils vous mettent troubles hématologiques et des fois, ils vous mettent vraiment le mot hématotox ou néphrotoxique. Donc après, quand on parle du coup des effets indésirables, on les classe par catégorie. Quand on donne une classe thérapeutique d'une molécule, on peut tenter ce que moi j'appelle la méthode un peu de l'entonnoir de la pyramide. On va du plus général au plus spécifique. Donc d'abord, à quel système ça appartient? Ce système nerveux, digestif, etc. Après, dans le système nerveux, il y a plusieurs classes de médicaments. Donc là, pour le coup, c'est des anxiolytiques pour l'oxazépam. Et parmi les anxiolytiques, il fait partie vraiment de la classe des benzodiazépines. Et si on met encore plus précis, des benzodiazépines à visée anxiolytique. Et après, le dernier point, c'est que quand on vous demande de commenter des prises en charge, toujours partir des bonnes recommandations de la HAS. Donc, s'il n'en existe pas, après, c'est les bonnes recommandations des sociétés savantes. Donc, la HAS nous dit quoi? Qu'en première intention, dans un syndrome, dans un sévère, on traite. Et les choix des molécules, c'est les ISRS, les IRSNA et les autres antidépresseurs. À partir de là, on regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui, parce que la myocérine fait partie des autres antidépresseurs. Donc la recommandation est suivie. Mais sauf qu'en fait, la recommandation, après, elle nous dit qu'il faut quand même prendre en charge le patient pour une psychothérapie. Et là, par exemple, le médecin ne l'a pas proposé. Donc c'est ça en fait du commentaire de prise en charge, c'est on part des recommandations, on dit ce qui a été fait et si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, on dit ce qui manque ou ce qui aurait dû être fait à la base. Et on n'hésite pas aussi à expliquer les effets synergiques s'il y en a entre les molécules, par exemple entre la benzo ici et l'antidépresseur. Donc ça, c'est répondre à la question pure et simplement. Et si vous avez du temps, c'est là après que vous rajoutez un petit mot sur les médicaments, vite fait son mécanisme d'action, vite fait quelques effets indésirables. Et si bien sûr, c'est pas posé dans la question d'après. Typiquement, dans la question d'après, je vous aurais demandé quels sont les effets indésirables de la myocérine. Il fallait pas me les caler dans la question 2, sinon vous n'auriez pas eu les points. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Je suppose qu'il n'y a pas de questions.
Du coup, on passe au cas numéro 2. Donc là, cette fois-ci, on est plus sur un cas de cardio. Donc, c'est une personne de 55 ans, une femme qui est hypertendue, donc elle a déjà de l'HTA. Alors les recos de la chaise, tu peux les retrouver sur, les recos médicales, en effet. Sinon tu tapes, par exemple, tu tapes syndrome anxio-dépressif ou épisode dépressif, HAS et tu tomberas dessus. En fait, les recos médicales, c'est bien parce que ça te met pas que la HAS. Des fois, s'il y a des recommandations des sociétés savantes, ça va aussi te mettre les liens pour ça. Donc en plus, dans les bonnes pratiques de la HAS, souvent il y a des arbres décisionnels et moi je trouvais ça pas mal pour retenir les pecs, c'est plus simple. Donc du coup, on a une personne avec une HTA qui fait un AVC ischémique et on découvre quand on fait le bilan étiologique que bam, cette personne a une fibrillation auriculaire avec des plaques d'athérome ou bifurcation des carotides. On va pas se mentir, elle a tout pour plaire. Donc, on va lui faire une ordonnance sortie de l'hospitalisation. Donc, de l'apixaban, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le nom, c'est l'hélitis. L'acétylsalicylate de lysine, c'est le cardégique. Du bisoprolol et du losartan. Et on vous demande en question numéro 1, commentez cette prescription. Du coup, comment est-ce que vous y prendriez pour répondre à la question? Vous partiriez de quoi et qu'est-ce que vous feriez? Surtout, n'hésitez pas à prendre la parole en vocal, je ne vais pas vous manger. Moi, je serais partie des pathologies. J'aurais commencé par donner une petite définition, bref, dire les objectifs de prise en charge, les recos et après commenter, en fonction de ce qui a été mis là dans l'ordonnance. Ouais, très bien. Du coup, est-ce que tu veux te lancer? Allez, pourquoi pas. Du coup, pour, la fibrillation, auriculaire, j'aurais dit du coup que c'était un trouble du rythme, que c'est, une tachyarrhythmie due à une dépolarisation anarchique des cellules auriculaires Ouais. et ça favorise la stase, sanguine et du coup, c'est un peu ça, l'objectif du traitement, c'est de lutter contre les complications qui peuvent en découler, donc le risque de thrombus et d'embole, artérielle. Les recos, donc c'est de mettre un anticoagulant. Donc là, c'est l'apixaban, qui est un inhibiteur du 10A. Et du coup, après, il y a aussi le bêta-bloquant qui peut être mis pour réduire la fréquence cardiaque. Ouais. Alors, est-ce que tu sais dans quel cas on ira mettre un bêta-bloquant, dans quel cas on ira plus côté amiodarone et digoxine? Je ne me souviens pas. En fait, c'est par rapport à l'invalidation des symptômes. Si la personne n'est pas très symptomatique, on préférera le bêta-bloquant. Si elle est très symptomatique, on chargera à l'amiodarone et à la digoxine. Ou s'il y a échec du bêta-bloquant. Ok. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est les recommandations. Donc là, du coup, tu valides la prise en charge de la FA? Oui, après, on n'a pas d'informations sur, parce que l'apixaban, je crois, ça peut, pour la posologie, c'est en fonction de la fonction rénale, de l'âge, du poids, mais je Ouais. pense que Alors, il faut savoir que pour le concours, alors tu as totalement raison, mais pour le concours, comme vous n'êtes pas censé connaître les posos, je ne pense pas que ce soit un élément qui sera regardé. Donc pour ceux qui veulent à peu près savoir, en fait, l'apixaban, normalement, la dose, c'est 5 milligrammes un matin, un soir, sauf dans un cas très précis, c'est quand la personne est âgée de plus de 80 ans, qu'elle pèse moins de 60 kilos et ou que sa créatinine est supérieure à 133. Dans ce cas-là, en fait, on passe à une demi-dose à 2,5. Mais ça sera absolument pas, je pense, demandé le jour du concours, parce que vous êtes pas. Je sais qu'ils ne vous demandent pas les pauses. Donc, du coup, on a traité la FA. Après, on traite quoi?
Du coup, il y a l'hypertension artérielle. Ouais. Donc là, du coup, c'est le losartan. Donc c'est, un antagoniste des récepteurs, des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. Je sais pas si, oui, ça suffit peut-être. C'est quoi sa classe pharmacologique du coup? Un antihypertenseur? Ouais, Non? mais plus précisément. Ah, c'est, un médicament qui agit sur le système, rénine, angiotensine, aldostérone? Ouais, et encore plus précisément? Tu as 3 classes dans cette famille-là, chez tu as toute la famille des captopriles, la famille des sartans et tu as la troisième classe qu'on n'utilise pas. Donc oui, c'est un anti-HTA de la famille, enfin qui inhibe, tout le système rénine-angiotensine et de la famille des sartans du coup, les ARA2. Ah oui, oui, OK. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, là, c'est quoi les recos normalement? Est-ce que pour toi ça suit les recos? Est-ce que tu aurais fait différemment? Heu, oui, c'est en premier, oui, non. C'est pas trop sur ça que je voulais venir. Alors déjà, oui, c'est les RHD. Bon, là, on suppose que comme la femme est connue hypertendue, que ça a peut-être été fait, mais c'est de la monothérapie. Mais du coup, si on prend la HS, c'est de la monothérapie, je suis d'accord. Cependant, il y a quelqu'un qui s'appelle, la Société savante de cardiologie qui, elle, dit depuis des années que c'est de la bithérapie. Donc c'est là où tu es très embêté au concours, c'est qui croire la HS ou l'ECS. Donc normalement, l'HS et la NSM prime. Mais il faut savoir que dans la pratique des cas, apparemment, la bithérapie aurait montré une meilleure efficacité. Donc, c'est des bithérapies à très faible dosage, hein. On ne va pas charger à foutre l'Amlor 10 et du Losartan 100 bam d'un coup comme ça. Donc, apparemment, il y aurait moins d'échappement thérapeutique. Donc là, si on suit la recommandation de l'HS, on est totalement dans les clous parce que ça peut être. Alors, il faut savoir qu'on donne par exemple les ARA2 quand on ne peut pas utiliser les IEC parce que ça arrive chez certains patients qui ne les supportent pas. Donc, c'est pas choquant de voir un sartan en première intention. Ça aurait été un peu plus chaud si ça avait été des anti-hypertenseurs centraux, par exemple. Vous l'avez tous ou pas l'algorithme de la HS pour les anti, pour les anti-hypertenseurs? Donc juste pour rappel, enfin la HS, elle préconise soit les IEC, soit les ARA2, soit tout ce qui est inhibiteur calcique et les bêta-bloquants en second choix. Et après, bon, les bithérapies, oui, il y a aussi les diurétiques thiazidiques, mais bon, on les utilise quand même un peu moins d'emblée. Donc la bithérapie après, bah, ça dépend, des molécules. Tu peux retrouver, souvent on va pas se mentir, tu vas favoriser déjà ce qui existe sur le marché parce que tu vas pas c'est mieux que le patient ait par exemple un comprimé à prendre avec 2 molécules dedans plutôt qu'il ait 2 comprimés parce qu'au niveau de l'observance, ça va moins bien marcher. Donc je connais pas toutes les associations qui existent, mais voilà, tu vas favoriser l'association, des 2. En vrai, si vous voulez, je peux vous mettre sur le drive, je vais retrouver les 2 PDF, des 2 recos de la HS et de l'ECS. Je crois qu'ils mettaient le choix des molécules en fonction aussi des comorbidités, parce qu'il faut savoir que vous choisirez pas la même chose si c'est un patient coronarien que si c'est un patient sans aucune comorbidité. Alors, on pourrait mettre un bêta-bloquant pour en acheter à SAFA après,
Après, je sais qu'en pratique, dans les services, on le fait pas trop, on préfère les 2. On préfère mettre 2 médicaments distincts parce que le bisoprolol à 1,25, c'est vraiment un tout petit dosage et ça aura pas forcément une énorme action sur, sa tension artérielle. Après, il faut faire gaffe, hein, quand vous associez par exemple du bisoprolol et de losartan, bien sûr, si la patiente, commence à être hypotendue, à faire des malaises et cetera, c'est qu'il y en a c'est que vous devez soit baisser les posologies et voir si tout va bien, soit faire sauter, le sartan, et rester que sur le bisereau si tout va bien. Et du coup, pour, l'AVC ischémique, est-ce que quelqu'un a une idée à peu près de la prise en charge? Quel médicament qui a été prescrit vous auriez mis dedans? Ouais, donc le cardégique. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est quoi sa classe thérapeutique, ou son mécanisme d'action très bref? C'est un anti-agrégant plaquettaire. Yep. Il inhibe quoi du coup? Inhibiteur irréversible des COX plaquettaires. Alors là, comme on a la dose de 160 mg, donc à dose anti-agrégante plaquettaire, c'est laquelle qui va l'inhiber? COX-1. En effet. Donc après, ça va toucher le thromboxane A2 et c'est là que vous avez l'effet anti-agrégation. Donc juste pour savoir, en fait, les AVC, on va les traiter par les anti-agrégants plaquettaires. Plus on va contrôler tout ce qui est facteur de risque de pouvoir redéclencher à nouveau, donc les fibrillations auriculaires, les plaques d'athérome, etc. Donc là, sur cette ordonnance, est-ce que tout vous semble OK ou est-ce que pour vous, il manque quelque chose? Mais moi, j'aurais dit, enfin, là, comme il y a l'association d'un anti, enfin, en gros, c'est un AVC avec une EFA sous-jacente, donc j'aurais dit que l'apixaban, il suffit, vu que ça bloque toute la cascade. Alors ouais, il faut savoir qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui mettent les 2 et ceux qui en mettent qu'1. Ah. En service de neuro, en tout cas, ils mettent là où je suis passée, ils mettaient les 2 et ça leur posait pas de problème. Par contre, il faut faire hyper gaffe parce qu'il y a un risque, hémorragique qui est majoré quand même. Oui, c'est pour ça, il me semblait qu'ils essayaient, enfin, d'enlever les 2, enfin, de laisser que l'anticoagulant, mais après, Ouais, je sais pas si c'est vraiment une reco ou si c'est plus en pratique, quoi. ouais, pour le coup, je sais pas, moi, je l'ai déjà vu aussi cette pratique-là, mais je crois pas que ce soit une reco. Au pire, j'irai regarder du côté, du collège de neurologie, voir ce qu'ils proposent. Je vous mettrai la réponse dans les corrigés. Mais en effet, il manque bien une statine. Parce que la petite plaque d'athérome, la bifurcation des carotides, le jour où elle va se décrocher, ça va faire bobo. Alors, les facteurs à contrôler pour l'AVC, c'est tout ce qui va de côté tension, parce qu'il ne faut pas des tensions trop hautes, mais il ne faut pas des tensions trop basses. Contrôler aussi l'AFA, parce que ça, c'est à risque de faire des AVCI qui sont assez importants. Et beaucoup de patients, quand on ne sait pas d'où provient l'AVC et qu'on le scope, souvent on trouve l'AFA qui est derrière. Après, ça peut être. Je sais qu'il y a d'autres pathologies cardiaques qui peuvent aussi induire des AVC. Bon, puis après, il y a aussi le facteur génétique, mais bon, lui, on ne peut pas trop le contrôler. Puis bien sûr, les plaques d'athérome, ça aide pas parce qu'il suffit que un bout de la plaque se détache, que ça aille boucher une artère au niveau cérébral et c'est terminé aussi. Donc c'est pour ça, souvent les patients, quand ils font l'AVC, on regarde l'étendue, on essaye de thromboliser si on peut ou de thrombectomiser. Ça, c'est la prise en charge urgente. Et après cette prise en charge-là, souvent c'est anti-agrégant plaquettaire et on recherche tous les facteurs de risque qui pourraient induire un nouveau AVC et on les traite. Et dedans, on va surtout rechercher les plaques d'athérome aussi. Donc souvent, on en a beaucoup au niveau des bifurcations des carotides, mais ils peuvent en retrouver aussi autre part et dans tous les cas, on ira traiter aux statines.
Donc dans cette question, on aurait pu s'arrêter là, disant qu'il y avait suivi des recommandations, qu'il manquait la statine pour les plaques d'athérome. Soit vous aviez le temps et on aurait pu aller un peu plus loin que juste donner, la classe pharmacologique et un rapide mécanisme d'action. On aurait pu donner un effet indésirable de chaque médicament ou une contre-indication, majeure et cetera. Donc ça, après, c'est à vous de doser aussi le jour du concours, si vous voyez que vous êtes en manque de temps ou qu'au contraire, vous êtes vraiment large et que vous avez le temps de mettre plus. Mais toujours répondre d'abord à la question. Est-ce que tout va bien? Donc du coup, question numéro 2. Donc cette patiente, les années passent, elle est non observante, elle arrête son apixaban et bam, elle retourne en neurologie pour un second AVC. Donc il faut savoir que les patients qui sont pas très observants sur l'anticoagulant, ça arrive, surtout plus ils vieillissent et pire c'est. Et malheureusement pour eux, c'est souvent signe qu'il y aura un nouveau AVC qui sera fait. Donc cette fois-ci, les médecins vont décider de la placer sous warfarine, donc 2 milligrammes un comprimé le soir. Donc quelques mois plus tard, elle va représenter une stomatite mycosique qui va lui amener à prendre du miconazole. Et là, quel est le risque qu'elle va encourir? Hémorragie, oui, totalement. Et du coup, cette question implique que tu expliques pourquoi est-ce que tu peux avoir des hémorragies. Miconazole inhibiteur des CYP450, oui. Mais plus précisément. Les CYP2C9, je suis totalement, oh là, j'écris n'importe comment. 2C9 et les 3 à 4. Malheureusement pour nous, notre petite warfarine, qui a un AVK du coup, est métabolisée aussi par ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On inhibe, on augmente les doses, les concentrations d'AVK, surdosage. Et là, malheureusement, on a des hémorragies imprévisibles. Donc là, je suis totalement d'accord avec vous, sauf qu'il n'y a pas que l'inhibition enzymatique. Il y a un autre mécanisme aussi qui va jouer dedans. Oui, on a une augmentation aussi de la forme libre des AVK parce que les deux molécules ont une forte lésion sur les LPP. En fait, le miconazole va déplacer les lésions des AVK. Et ce qui va faire que du coup, on va encore augmenter les concentrations. En plus, on ne métabolise plus. Donc là, en fait, comme on a quand même une marge thérapeutique qui est assez étroite, on va avoir un surdosage et c'est là où ça va être la fin des cacahuètes et le patient va faire une hémorragie. Alors, tous les antifongiques, non. Par contre, la classe du miconazole, qui est d'ailleurs quelle classe pharmacologique? Un antifongique de la famille des azolés, donc plus spécifiquement des imidazolés. Donc oui, ils sont assez connus pour avoir quand même une bonne liaison en protéines plasmatiques. Et donc du coup, en fait, ça, c'est déjà tombé en dossier, hein, cette association-là. C'est pour ça que je suis revenue dessus, parce que je pense que c'est assez important. Les AVK avec le miconazole, c'est genre never, jamais ça ne doit arriver, parce que c'est vraiment une contre-indication. Une interaction médicamenteuse qui est vraiment très très forte et il ne faut surtout pas les associer ensemble
Parce qu'en plus, vous imaginez que la patiente, là, elle n'est pas du tout prise en charge à l'hôpital, elle est rentrée chez elle avec tout ça, et qu'elle ne va pas avoir des contrôles d'INR qui est très fréquent, et elle ne va pas comprendre pourquoi, un jour, elle va avoir une hémorragie qui va venir de nulle part, et tout le monde va se poser la question de pourquoi. Et on va avoir un INR qui va être au plafond sans comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment... Je crois que c'est tombé d'ailleurs plusieurs fois dans les cas dans des dossiers de pharmaco, la warfarine à la miconazole, il faut faire hyper attention, c'est vraiment la contre-indication à connaître. Tous les pharmaciens d'officine ne voient pas l'erreur, malheureusement, ils ne font pas attention. Mais oui, normalement, c'est eux qui sont censés voir le problème. Alors, c'est vraiment une contre-indication, c'est pas déconseillé, c'est vraiment... les deux ne doivent jamais être arrivés ensemble. C'est never, never, never. À part si vraiment tu n'as pas le choix, et dans ce cas-là, tu vas faire vraiment un suivi très, très étroit de ton AVK avec un INR contrôlé vraiment au taquet. Tu ne peux pas te permettre de laisser partir la patiente comme ça, quoi. Ou alors c'est dans un contexte hospitalier et dans ce cas-là, le médecin... Ah oui, les associations de déconseillés, de toute façon, les interactions médicamenteuses, vous êtes censé les connaître pour dans les dossiers de pharmaco. D'ailleurs, dans le DEBOEC, elles sont bien notées, enfin les plus représentatives. Bien sûr, la liste n'est pas entière parce que certains médicaments, quand vous lisez les RCP, ça fait 45 pages, mais oui, vraiment les associations vraiment très très déconseillées, il faut vraiment les connaître. Donc il y a la warfarine, les AVK et le miconazole. Il y avait quoi d'autre aussi? Les EINS et les AVK. Si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme les statines et le miconazole aussi. Mais oui, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes quand même à connaître, hein. Enfin, en tout cas, qui doit vraiment vous sauter aux yeux quand vous voyez ça, vous vous dites non, non, ça peut pas passer, ça va pas. Donc là, en fait, sur des questions de quel risque encourt le patient ou quelle interaction médicamenteuse est mise en jeu, oui, c'est plus les sulfamides et le miconazole, d'ailleurs, je suis désolée. Donc du coup, je disais, quand on pose la question quel risque encourt le patient, sous-entendu qu'on vous a donné 2 médicaments et que ça doit vous faire tiquer, ou quelle interaction médicamenteuse est mise en jeu, toujours expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse, d'aller dans la profondeur du mécanisme et d'expliquer du coup que ça interagit avec ça, donc du coup ça fait ça, et que par conséquence, on a une augmentation, une diminution des... Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas ce qu'elle pourrait prendre. Par exemple, typiquement, on pourrait peut-être penser à peut-être une autre antifongique qui pourrait être utilisée et qui n'aurait pas de contre-indication formelle avec l'AVK, ou à une surveillance hospitalière, ou une surveillance très très étroite de l'INR, ou je suppose qu'il y a peut-être d'autres schémas, enfin d'autres façons de la prendre en charge, qui fera en sorte qu'en fait, elle ne se retrouve pas dans une situation de danger, parce qu'une hémorragie imprévisible, ça peut être vraiment des conséquences dramatiques pour le patient. C'est pas forcément seulement, par exemple, une petite gingivorrachie ou une épitaxie, ça peut être la patiente peut faire des hémorragies digestives, etc., quoi. Donc après, ça, la troisième question, c'est aussi une question assez typique qu'on peut retrouver dans certains dossiers de pharmaco. Donc c'est en fait des conseils qui pourraient être donnés en éducation thérapeutique pour la gestion du traitement. Donc là, on vous demande spécifiquement de citer 3 éléments. Donc sur la copie, on n'attend pas 4, 5, 6 ou toute la liste, mais on en a vraiment 3. Donc par exemple, quels seraient vos 3 éléments? Qu'est-ce que vous diriez ou qu'est-ce que vous conseillerez en éducation thérapeutique à un patient qui a des AVK pour bien gérer son traitement? Reconnaître les signes de surdosage, ouais. Le respect de l'heure de la prise de son médicament. Donc oui, à heure fixe. De maîtriser sa cible INR, oui. Alors ça, il faut vraiment que les patients connaissent leur cible, parce que vous savez que
en pratique, c'est beaucoup 2 et 3, mais en fait, en fonction de ce que le patient a derrière, ça peut être par exemple 3, 5 et 4, 5, donc il faut vraiment qu'ils connaissent leur cible et que quand ils aient le papier du labo, qu'ils puissent se dire: «Ah bah, je suis dans ma cible» ou «Non, il y a un problème, il faut que je contacte le médecin». Donc faire très attention à l'automédication parce que, bah, en effet, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec les AVK. On pense notamment aux AINS. Donc connaître les aliments riches en vitamine K, alors oui, mais je crois qu'il y a eu des études qui ont prouvé que ça n'avait pas non plus un énorme impact. Enfin, si c'était, dans des conditions d'alimentation normales, donc pas des excès. Donc comprendre le mécanisme de la maladie et le rôle du médicament vu qu'elle est sujette à l'inobservance totalement, ouais, ça c'est hyper important pour le patient. Il faut savoir qu'en éducation thérapeutique, plus le patient comprend sa pathologie et plus il comprend à quoi sert son médicament et plus il sera observant. Donc éviter les tisanes de millepertuis, très bien. De toute façon, le millepertuis, c'est un peu un poison pour beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec. Donc on cible son INR, plus le suivi labo. Est-ce que vous voyez d'autres trucs qu'on pourrait dire à notre patient? Alors suivi labo, non, c'est INR, hein. En fait, il faut vraiment par contre que le laboratoire soit toujours le même parce qu'il faut savoir que l'INR d'un labo à l'autre, c'est pas forcément, on n'a pas forcément la même valeur. Ouais, les conduites à tenir. Donc moi, je le rentrerai dans les compréhensions du traitement, à quoi ça lui sert, comment ça marche rapidement et quoi faire si jamais on oublie une dose. Alors ouais, alors adapter en fonction de l'INR, le traitement, c'est vraiment le médecin qui le fait, hein. Ce serait franchement, en plus, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont sous AVK, déjà qui font n'importe quoi avec leur médoc, donc en plus, tu leur dis que tu peux adapter le traitement en fonction, c'est plutôt l'INR est pas bon, il est trop bas ou il est trop haut, tu prends contact tout de suite avec ton médecin. Et à partir, d'un certain stade de l'INR, c'est carrément, tu as le droit de tu as gagné un passage aux urgences pour récupérer l'antidote. Donc ouais, noter les INR dans le carnet, ça peut être très utile, surtout quand vous allez voir un autre professionnel de santé, ça lui permet que comme ça, il ait le suivi entier et qu'il puisse voir qu'il n'y ait pas de grosses fluctuations. Donc après, bon, on a parlé de reconnaître les signes de surdosage, mais ça peut être aussi de faire attention aux pratiques sportives qui sont à risque traumatique. Ça va être aussi de signaler le traitement à tout professionnel de santé que je prends des AVK. Donc, par exemple, pour un anesthésie, ça veut dire quelque chose, c'est qu'il doit devoir les arrêter avant l'intervention, par exemple. Et après, bien sûr, faire tout ce qui est entretien pharmaceutique pour améliorer la compréhension du traitement, la gestion des oublis, la gestion du suivi de l'INR, parler des contre-indications médicamenteuses, qu'on évite les automédications parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les autres médicaments et qu'en cas de problème, c'est surtout voir son médecin ou son pharmacien. Est-ce que ça vous paraît clair? Nickel dans ce cas-là. Du coup, on va passer. Alors pour le cas numéro 3, j'ai pas été gentille. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais ouvert cet item-là, mais c'est pour vous rappeler qu'il existe et qu'il peut y avoir des questions dessus le jour du concours. Donc un petit garçon de 8 ans qui souffre d'un déficit immunitaire primitif humoral, déjà on est yes parce que c'est un item de l'internat qui est horrible à apprendre. Il a besoin de d'IgG du coup régulièrement pour substituer du coup à son système immunitaire qui est complètement défaillant. Donc du coup les immunoglobulines, à quelle classe thérapeutique ça appartient et du coup quelles sont les caractéristiques? Les MDS, cette super classe qui veut dire médicaments dérivés du sang. Donc les MDS, quelles sont leurs caractéristiques? Oui, il faut les tracer.
C'est déjà pas mal parce qu'en vrai, beaucoup me diraient pas qu'il faudrait les tracer, mais c'est hyper important. Il y a une très très grosse traçabilité. Il faut savoir qu'on peut garder des archives jusqu'à 30 ans. Donc c'est quand même mine de rien pas rien. Donc ça permet une traçabilité du lot avec le patient et qu'en cas de problème, on puisse intervenir rapidement. Donc post stable issu du fractionnement du plasma. Donc oui, on peut parler un peu de sa production. Donc en fait, c'est un dérivé de poule de plasma en fait, et dessus on va faire un fractionnement, donc physico-chimique. Et dans notre cas, en fait, on va aller chercher le cryo surnageant puisque c'est là où nos petites IgG sont. Pharmacovigilance particulière. Alors pharmacovigilance particulière, pharmacovigilance tout court. Et d'ailleurs, qui n'est pas quelle autre classe de médicaments est souvent confondue avec au niveau des vigilances? Oui, les produits labiles du sang, donc tout ce qui est plaquettes, érythrocytes et tout, eux par contre ils ne sont pas sous la direction de la pharmacovigilance, mais sous la direction de l'hémovigilance. Alors oui, on peut avoir un risque immunogène, mais alors ça c'est plus des effets indésirables du coup. Enfin, un effet indésirable qui est lié vraiment à l'IgG, plus qu'en règle générale. Donc en fait, il faut savoir que les MDS, ils ont une conservation qui est beaucoup plus longue qu'un produit sanguin labile. On va faire une inactivation virale, donc normalement il n'est pas censé y avoir de risque, mais quand même, par exemple pour les facteurs de la coagulation, quelqu'un, un hémophile qui pourrait les prendre très régulièrement, on ira quand même le vacciner, par exemple contre le vaccin pour l'hépatite A. Normalement, il n'y a pas de compatibilité immunologique. C'est à usage hospitalier strict, donc forcément distribué par une pharmacie hospitalière, donc on ne peut pas du tout le retrouver en ville. Donc sa vigilance, c'est la pharmacovigilance, parce que c'est considéré comme un médicament. Et au niveau de la production, donc on va prendre des poules de plasma, on va fractionner tout le monde et on va obtenir en fait un cryo surnageant. Et c'est là où notre IgG va être gardé. Donc ça, il faut savoir que c'est un vrai item du concours. Et on vous demande de connaître en fait les caractéristiques, la production et les différentes molécules qu'on pourrait retrouver dedans. Donc dans les MDS, on a les IG, dans les immunoglobulines, on a aussi l'albumine et tout ce qui est facteur de la coagulation. Et ouais, je sais que dans les B, il y a presque rien. Si vous voulez, moi par contre, j'avais fait parce que j'ai adoré pendant mon concours bosser les items qui servaient strictement à rien. J'ai fait une fiche, si vous voulez que je vous la passe, qui est issue du pot du moniteur de l'internat. J'avais fiché le moniteur de l'internat parce qu'on va pas se mentir, il est un peu imbuvable. Alors dans la MDS, du coup, on a l'albumine, on a les immunoglobulines, donc soit les polyvalentes, soit des immunoglobulines qui sont très spécifiques, par exemple comme l'immunoglobine anti-rhésus. Et on va avoir aussi tout ce qui est facteur de la coagulation. Donc dedans, tu retrouveras par exemple les facteurs qu'on peut utiliser chez des hémophiles. Donc après, est-ce que vous avez des idées d'effets indésirables avec les IgG? Alors ouais, les moniteurs sont vieux, ils sont obsolètes au niveau des recos, mais par contre, il y a des trucs qui ne changent pas. Typiquement, les MDS, c'est toujours la pharmacovigilance qui s'en occupe, c'est toujours à usage hospitalier, etc., etc. Donc, vous pouvez les utiliser par exemple pour tout ce qui est tous ces items un peu bâtards, les items de santé publique, même s'il faudrait qu'ils soient remis un peu à jour, mais bon, ça donne quand même au moins une petite base. Après, oui, c'est sûr que je n'irai pas vous dire de bosser la biologie clinique dessus, hein, parce que très clairement, je crois que les bouquins datent de 2012, ils sont complètement hors sujet. Mais par exemple aussi pour les outils, les items de génétique, par exemple les items de génétique en dehors des 2 items de biologie clinique,
En vrai, ça se base totalement dessus. De toute façon, la génétique a pas tant évolué que ça en l'espace de 12 ans, en dehors des techniques, que maintenant on peut perfectionner, mais la base de la génétique reste la même. En vrai, les moniteurs, moi, je les ai un peu utilisés parce que mine de rien, enfin, c'est écrit par des profs qui ont siégé ou siègent encore, au CNCI, donc il y a certaines questions, par exemple, de chimie ana où la réponse est typiquement dans le moniteur écrit noir sur blanc, pour certains QCM. Donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil si jamais on a l'envie ou si on a le temps. Alors du coup, au niveau des effets indésirables, en effet, on a l'hyperthermie. Donc du coup, je vais vous demander de me les classer. Parce que maintenant, on sait faire. Alors, on n'a pas d'allo-immunisation avec les IgG pour le coup. Ouais, bah, tout ce qui est réaction au point d'injection. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, les IgG s'injectent, hein. L'hypersensibilité. Bon, si on quitte un peu les troubles généraux, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait trouver d'autre? Vous êtes, je vous donne au moins les classes. Syndrome pseudo-grippe, alors ouais, ça va rentrer dans tout ce qui va être côté hyperthermie. Au niveau du point d'injection, des fois, ça peut faire des petites courbatures, ça peut faire mal, etc. Donc sur la fiche, vous en faites pas, je les avais mis, je crois. Donc en fait, au niveau des troubles gastro, bah, c'est des molécules qui peuvent tout simplement donner la nausée, donc c'est assez générique, hein. Comme vous le savez, beaucoup de molécules qui donnent des troubles gastro avec des nausées, vomissements. Au niveau du système nerveux, alors en fait, c'est des molécules qui vont aller donner des céphalées. Au niveau cardiovasculaire, ça donne des hypertensions. Et au niveau des troubles rénaux, en fait, on va avoir une petite augmentation de la créate, mais il n'y a rien d'alarmant, parce que de toute façon, ça va être réversible tout seul. Et du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de la durée d'action des immunoglobulines? Grosso modo. Ouais, c'est un mois. Il faut savoir que la thermie, c'est environ 32-34 jours. Donc ça, c'est top parce que pour les patients, ça évite qu'ils soient piqués tous les 4 matins. Ça reste quand même un traitement assez lourd. Donc très franchement, je pense pas que les produits sanguins labiles ou les MDS tomberont un jour en dossier complet rien que sur eux parce que quand même, enfin, je vois pas trop en fait comment est-ce qu'on pourrait sortir un dossier sans poser juste 3 questions et que ça tourne un peu en rond et trouver 60 points dessus. Mais par contre, ça peut être des questions qui peuvent être posées par exemple dans un dossier clinique avec l'hémophile. Bah, on donne du patient le facteur bidule truc chose. Quel type enfin, quelles sont les caractéristiques de ce médicament? Ou par exemple, quelles sont les conditions de traçabilité ou etc. quoi. Donc, ce serait plus des petites questions qui seraient invitées dans un dossier. Ouais, je crois que c'est déjà tombé d'ailleurs dans un dossier avec les AVK et le miconazole. Plus qu'un dossier à part entière, tout seul dans son coin. Mais il faut savoir que
pour tous ceux qui prendront pH et qui bosseront à l'hôpital, DMDS, les produits sanguins labiles, les solutés de remplissage, vous allez en voir à l'appel. Ça reste quand même des médicaments entre guillemets «courants». Est-ce que pour le dossier numéro 3, tout ça vous va ou pas? Ou est-ce que vous avez des questions? Vous aurez peut-être pas fait pareil? De mémoire, je crois que c'était dans les 30 ans, enfin c'était un truc, assez affolant. Donc la traçabilité, pour juste un petit rappel, on identifie, le patient avec le lot, ce qui permet du coup une sécurité. Donc en cas de mesure corrective, on peut rappeler, par mesure de précaution, les lots qui sont plus bons et du coup, surveiller ces patients-là et voir si, pour le coup, sur des mesures anticipatives, on peut écarter tous les lots d'une fabrication, rappeler les lots et mettre en œuvre des actions préventives. Donc la traçabilité des MDS, c'est, enfin, tous ceux qui toucheront un peu à la distrie, ou du côté pH, vous verrez, c'est assez chiant à faire. Donc du coup, dossier numéro 4, cette fois on passe à de la cancéro. Donc je vous ai pris, des molécules qui restent assez simples, parce que je ne vais pas partir sur les thérapies ciblées. Donc c'est une personne de 48 ans qui reçoit une chimiothérapie associant du cyclophosphamide, de la doxorubicine et du cisplatine. Donc il faut savoir que pour le concours, en dehors des PEC, donc ou hémato, les autres sont pas à connaître. Pour le moment, en tout cas, c'est jamais tombé qu'on vous demande, quelle est la prise en charge, du cancer de la prostate, et le protocole avec les molécules associées. Souvent, ils vous disent dans l'énoncé, monsieur untel a un cancer, de trucs, par le protocole bidule machin truc chouette, et ils vous donnent les molécules avec les posologies et là, après, ils vous posent des questions dessus. Donc du coup, pour chaque médicament, quel est son mécanisme d'action et sa classe pharmaco? Pour le cyclophosphamide, du coup, c'est un anticancéreux. Ouais, C'est un agent, alkylant, plus précisément oxazophosphorine, donc une moutarde azotée. ouais. Et pour le mécanisme d'action, je crois que, ça forme c'est qu'il y a un groupement électrophile qui réagit avec, l'ADN, ça fait une alkylation et ça forme des adduits covalents qui peuvent être, bicaténaires ou monocaténaires. Yep. Est-ce que du coup, le mécanisme d'action, tu serais resté juste ça ou est-ce que tu aurais souhaité développer plus? Ça inhibe du coup la réplication et la transcription de l'ADN. Ouais. Et Ouais, je vais peut-être rajouter que c'était phase indépendant aussi, je crois. Je sais plus. eux, je m'en souviens jamais. Ils sont un peu pas je m'en souviens jamais. Je sais que c'est un agent bifonctionnel du coup, donc il va toucher, il va pouvoir, faire 2 adduits. Mais ouais, il me semble que c'est phase indépendant si je dis pas trop de bêtises. Donc du coup, c'est bien l'anticancéreux, on peut même aller plus loin parce que chez les anticancéreux, il y en a beaucoup. Donc c'est les cytotoxiques, donc ceux qui ont une action directe, qui font partie après des agents, les agents alkylants et l'oxazophosphorine, donc les moutardes d'azote. Alors quand on vous demande du coup les mécanismes d'action, c'est des mécanismes d'action qu'on attend qui sont précis. Vous ne pouvez pas juste vous permettre de dire oh bah ça inhibe la réplication de l'ADN et puis bam, mort cellulaire, terminé. Donc là, comme a dit Olivia, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, on va avoir formation d'éléments électrophiles ou de radicaux électrophiles qui vont se fixer en fait sur des substrats qui sont eux nucléophiles. Donc, ça crée une liaison covalente, donc pas forcément qu'avec l'ADN, ça peut être aussi avec l'ARN ou des protéines. Et du coup, ça va former des adduits, donc inter ou intrabrins. Et ce qui se passe derrière, c'est que ça va en fait casser au moment de la réplication de l'ADN ou de la transcription. Et donc, du coup, ça va interférer dans la division cellulaire, ce qui va causer la mort de la cellule.
Donc du coup, pour le cisplatine, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Il est rangé dans quelle classe anticancéreux? C'est un cytotoxique et c'est un apparenté aux alkylants et c'est plus précisément un dérivé du platine. Ouais. Alors j'ai certains le rangent chez les alkylants, d'autres chez les apparentés. Je sais qu'à Toulouse, je crois que c'était les apparentés. Donc du coup, je vous laisse les 2 parce que même au niveau biblio, j'ai pas trouvé un truc, très carré dessus. Et pour le mécanisme d'action, du coup, beh, c'est pareil, que pour le cyclophosphamide, sauf que c'est pas un groupement alkyle. Ouais. Donc du coup, on va essayer de préciser un peu plus. Donc en fait, on va avoir une hydrolyse des platines dans l'organisme, donc c'est quelque chose qui est vraiment, spontané et on va avoir formation d'un diaquaplatine qui lui va être très réactive et qui va faire des attaques électrophiles en fait sur tout ce qui est guanine et adénine. Donc ça forme toujours des adduits, hein, comme pour le cyclo. Donc on va avoir une liaison covalente platine-ADN et là du coup, bah, par conséquence, ça va faire un pontage inter ou intra-brin, interférer lors de la division cellulaire et créer une mort cellulaire. Et du coup, la doxo, un anthracycline, un agent intercalant, je suis totalement d'accord. Donc on recommence à méthode entonnoir, donc anti-cancéreux ou anti-néoplasique, cytotoxique, donc une action directe. Un agent intercalant, bah, c'est la famille des anthracyclines. Donc c'est une structure plane pouvant s'intercaler entre 2 brins d'ADN, empêchant la progression de l'ADN polymérase et inhiber la réplication de l'ADN. Oui. Donc il faut savoir que c'est des inhibiteurs aussi des topoisomérase 2, ce qui est très important. Donc du coup, c'est une structure plane. Donc comme disait Aya, ça s'intercale entre les 2 brins d'ADN. En fait, la topoisomérase, elle doit progresser, donc là, ça va l'empêcher de progresser. Donc ça inhibe la topoisomérase 2 et en plus, ça va casser l'ADN, ce qui après va inhiber tout ce qui est réplication et transcription et ce qui va entraîner la mort cellulaire. Donc là, pour vous, est-ce qu'on a fini de répondre à la première question? Alors ouais, les EI, le problème c'est que la question 3 te parle de l'EI dicyclophosphamide. Du coup, tu peux vite mettre les mauvais mots-clés au mauvais endroit. Moi, typiquement, sur des questions où on dit vraiment indiquer pour chaque médicament le mécanisme d'action et sa classe pharmacologique, donc déjà, c'est des questions qui sont très longues à rédiger. Parce que là, on attend vraiment le mécanisme d'action précis de la molécule et pas un mécanisme d'action de classe. J'irais peut-être pas mettre les EI dedans. Surtout que la question 3 après te le demande. Enfin, au moins pour le cyclo. Bon, en soi, tu pourrais t'amuser à le mettre pour le cisplatine et la doxorubicine. Donc la doxo, est-ce que quelqu'un connaît son effet indésirable phare? Cardiotoxicité, non? Ouais. Et du coup, pour le cisplatine, bon, malheureusement, il n'en a pas un seul, mais Autotoxicité, je crois. ouais. Ouais, lui, il a un peu tout, hein. Il est néphro, autotox, néphro, hémato, neuro, plus troubles digestifs, plus.
Mais après, pas besoin d'aller plus loin dans ce type de questions. Franchement, c'est enfin, rédiger sur sa copie en allant bien dans le détail, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc du coup, la question numéro 2, donc quelle est la principale caractéristique pharmacocinétique du cyclophosphamide? C'est une prodrogue. Donc est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on obtient, du coup le métabolite actif? Il me semble que c'est par, hydroxylation dans le foie. Après je sais pas plus comment exactement, mais je sais que ça forme du coup, il y a, formation du métabolite, actif, qui est du coup la moutarde phosphoramide et le métabolite, urotoxique qui est la choline. Ouais, ça c'est la question d'après. Et oui, totalement d'accord avec toi. Donc c'est ce qu'il faut savoir, le cyclophosphamide, c'est une prodrogue. Tant qu'il n'y a pas l'hydroxylation hépatique, il ne se passe rien. Ça va libérer plusieurs métabolites, donc il y en a des inactifs. Il y en a un actif toxique, la choline, il y a un actif, qui aura son mécanisme d'action propre, c'est le moutarde de phosphoramide. Et du coup, on arrive à la question 3, donc quel est l'effet indésirable du cyclophosphamide? Ouais, donc c'est via la formation d'acroline, je suis totalement d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut être un peu plus précis et au niveau des effets de cette acroline? Toi, tu me parles d'hématurie et de brûlure mictionnelle, est-ce qu'on peut te poser des termes? Cystite, donc ouais, une cystite hémorragique, fibrose vésicale et cancer iatrogène vésical, je suis totalement d'accord. Donc en fait, on va avoir la formation de l'acroléine lors du métabolisme de la cyclophosphamide. On va avoir une stagnation au niveau vésical et en fait, ça va altérer les muqueuses, ce qui provoque les cystites, la fibrose et le cancer iatrogénique. Et quel est l'antidote? Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe un antidote? Oui, c'est le Mesna. Ah, du coup, est-ce que quelqu'un a une idée comment marche ce magnifique, ce magnifique antidote? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça va avec l'acroléine, ça va former un thioester qui va être atoxique, soluble et stable et surtout qui va pouvoir être éliminé, qui va avoir une élimination urinaire. Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc il faut savoir que pour les alors ça typiquement j'ai repris des questions telles qu'elles avaient été posées dans les annales, donc je suis pas allée m'amuser à taper dans les coins. Donc voilà un peu ce qui pourrait tomber sur des dossiers en fait d'anticancéreux. Souvent, ils tournent beaucoup entre quelles sont les classes pharmacologiques ou les mécanismes d'action des molécules, les effets indésirables phares et surtout comment prévenir ces effets indésirables-là. Donc par exemple, on aurait pu aussi parler de la cardiotox, de la doxorubicine, il y a eu des questions déjà posées dessus au concours. Donc il faut vraiment en fait rester quand vous bossez ce thème-là, rester dans cette dynamique-là et pas trop vous perdre non plus dans les détails parce que les anticancéreuses, c'est très, 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 très long parce qu'il y a les cytotoxiques, les thérapies ciblées, et cetera et ça peut vite monter. Donc essayez vraiment de se focus, savoir bien les classer d'un point de vue pharmacologique, connaître le mécanisme d'action, au moins l'effet indésirable phare et comment le prévenir si on peut le prévenir. Et vous serez déjà pas mal. Est-ce que du coup vous avez des questions? Bah, du coup, si c'est tout clair pour vous, je vous fais un dernier récap méthodo. Donc quand on donne des EI, on les classe.
plus on met en évidence leur fréquence. Bon, moi, je sais que je mettais souvent des plus quand c'était important. Mais vous pouvez aussi mettre fréquent à côté. Au niveau des mécanisations, on fait attention entre les mécanisations de classe ou ceux qui sont vraiment spécifiques à la molécule. Ça vaut aussi le cas pour les EI. Et pour la classe pharmaco, je vous conseille vraiment de la méthode de l'entonnoir ou de la pyramide, c'est qu'on parle du plus général pour aller au plus spécifique. Et surtout, répondez d'abord aux questions qui vous sont posées avant d'aller plus loin. Parce que ça arrive que des fois, certaines personnes en savent beaucoup, veulent tout mettre. Des fois, ils répondent à d'autres questions qui venaient derrière et ils n'ont pas les points parce que les mots-clés ne sont pas dans la bonne question. Ça fait perdre beaucoup de temps, ça fait perdre des points du coup. Et aussi de faire gaffe à pas vouloir trop en mettre et du fait que vous soyez après hors timing et que vous n'avez pas le temps de terminer les autres cas. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de d'abord vous répondre à la question, au pire vous laissez des blancs et si vous voyez que vous avez du temps, vous revenez, sur les questions que vous avez laissé du blanc pour pouvoir compléter. Par exemple, si vous me demandez juste la classe thérapeutique, mettre un petit mot sur, son mécanisme et sur son, effet indésirable. Ou si par exemple vous vous demandez, quels sont ses effets indésirables sans aucune autre question à côté, bah, au moins, replacer le médicament dans sa classe pharmaco. Donc est-ce que tout est bon pour tout le monde? Bah, du coup, si tout est good, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine parce que c'est moi qui anime encore la conférence, cette fois sur l'épidémie. Et promis, j'essaierai pas de me tromper, sur les trucs, de Facebook, parce que du coup, apparemment c'est galère après à changer, il veut rien savoir. Bah, du coup, bonne, fin de week-end, bon courage et surtout n'hésitez pas à bien bosser la pharmaco. Parce que c'est quand même, souvent un dossier clinique à part entière et c'est quand même dommage de perdre ses points dessus. Surtout que pour tous ceux qui partiront en PH, ça reste quand même un peu la base de votre métier. Bonne soirée du coup et bon courage.